Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des rêves différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Amine Saha, élu sur la commune de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, vice-président de l'Association des élus de France, chroniqueur radio. Amine Saha, bonjour. Bonjour. Eh bien, bienvenue dans l'émission Interview sur RTV. On aimerait vous connaître votre parcours professionnel. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? D'abord, merci de m'accueillir. Écoutez, un parcours assez atypique puisque donc évidemment, j'ai fait toute ma scolarité en Seine-Saint-Denis d'abord. Ouais. Ensuite, j'ai été étudié pour mes études supérieures de l'autre côté du périph', comme on dit, à Paris. Puis ensuite, je suis resté sur la commune de la Courneuve puisque j'ai d'abord commencé par travailler pour cette commune. D'accord. Et puis ensuite, j'ai également travaillé pour d'autres collectivités territoriales, le département de la Seine-Saint-Denis, pour un bailleur social. Et puis j'ai également œuvré dans le monde associatif et dans d'autres domaines, beaucoup de d'autres domaines. organismes. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans le domaine de la politique? Alors, j'y suis arrivé un peu par hasard, pour tout vous dire. Le hasard n'existe pas, je ne pense pas. Alors, je ne sais pas si c'est le hasard peut être aussi quelque part un peu guidé, si on peut dire ça comme ça. Donc, oui, évidemment, le fait de travailler au contact de la population dans une collectivité territoriale, évidemment, j'étais, on va dire, imprégné par tout ce qui se passait à l'échelle locale. Et donc, ça a sans doute animé chez moi une volonté de m'engager politiquement, associativement d'abord. Et puis, c'est un peu comme ça que le cheminement, finalement, s'est fait. Est-ce que vous avez eu des personnes qui vous ont inspiré? Alors, inspiré, non, mais j'ai eu évidemment des gens qui m'ont un peu entraîné là-dedans finalement, des acteurs locaux, des acteurs associatifs qui s'engageaient d'abord, alors surtout dans le monde associatif, parce que c'était un petit peu comme ça qu'on concevait l'engagement politique. Et puis moi, j'avais aussi envie de faire un peu différemment. Et donc, c'est un peu comme ça que je me suis dirigé vers la politique et notamment vers les partis de gauche. D'accord. Vous pouvez justement nous parler de ces expériences politiques, les points positifs, les points négatifs? Les points positifs, il y en a plein. D'abord parce que vous rencontrez beaucoup de monde et ça, c'est une véritable richesse. Vous rencontrez des gens différents et donc ça vous enrichit, vous, directement. Des histoires, des parcours vous apprenez, des gens, bien sûr, des parcours des uns et des autres. Après, oui, il y a un certain nombre de points négatifs. Un en particulier, c'est qu'il y a une forme de rivalité, une forme de concurrence avec les autres partis ou avec les... Au sein même des même partis. Oui, bien sûr. Il y a une espèce de jeu un peu malsain. Qui va un peu... Je dirais pas malsain parce que c'est la politique, c'est comme ça, on vous dit souvent ça d'ailleurs, on vous dit, vous l'apprenez à vos dépens, c'est-à-dire que là où vous pensez qu'il peut y avoir de l'amitié, il peut y avoir de la fraternité, en réalité, c'est pas le lieu pour chercher ce genre. C'est plus des concurrents. Voilà, c'est plutôt des concurrents. Moi, je l'ai appris un peu tard et c'est malheureux parce que finalement, moi, je concevais la politique comme un espèce de don de soi, finalement. L'objectif, c'est quand même d'améliorer la vie des gens. C'est comme ça que je le voyais. Et quand j'ai découvert cette facette de la politique, je dois dire que ça m'a un peu déçu. Je pense que de toute façon, dans tous les domaines. Bon, encore plus dans la politique. Encore plus dans la politique, parce qu'on est là pour les autres, d'abord. Même dans l'associatif, de toute façon, ce que vous le faites pour les autres. Mais c'est vrai que le domaine de la politique, c'est quand même un domaine assez difficile. Moi, pour m'amuser, je dis toujours politique, poli. C'est des personnes qui sont très polies, qui savent parler, mais il y a la tique. La tique, ça pique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous donne un petit poison qui, au fur et à mesure du temps, c'est soit vous vous soignez rapidement, ou soit, malheureusement, c'est invalidant et ça crée beaucoup de douleurs. Donc, ce qui est important, c'est, je pense... C'est une expérience que, si vous êtes dedans, dans la politique, c'est que vous avez choisi, vous êtes un passionné. Bien sûr, j'en suis passionné. D'abord, même si j'entends les critiques parfois de nos concitoyens qui sont un peu déçus de la politique parce que, pour tout un tas de raisons, et ils ont raison, mais ce que je peux leur dire, en tout cas ce que je veux leur dire, c'est de ne pas se désespérer de la politique parce que la politique, ça reste quelque chose de noble. C'est d'abord agir pour les autres et ça ne doit pas changer. Malheureusement, dans la pratique, dans la théorie, malheureusement, dans la pratique, il y a un certain nombre de protagonistes qui en ont fait
un business parfois, qui en ont fait un peu leur chasse gardée. Et c'est aussi comme ça que tout un pan de la société ne se retrouve plus, ne se sent plus concerné par la chose publique. Et on le voit d'ailleurs dans les différents scrutins, le taux de participation est fortement en baisse. Et ça a tendance à quand même dévaloriser notre démocratie. Mais je pense que ça fait depuis des années que malheureusement l'image de la politique a diminué au sein des citoyens. Je pense que c'est surtout aussi les fausses promesses de beaucoup de politiciens qui malheureusement ne respectent pas leur engagement. Et je pense qu'aujourd'hui, on se dit, les politiciens, ils pensent à eux, ils pensent à leur business, ils pensent à avoir une bonne place, bien payée, et puis le peuple, eh bien, on le laisse. Donc c'est vrai que c'est difficile. Ça, c'est un discours qu'on entend très souvent, et bien sûr, moi, je l'ai constaté, mais il faut quand même faire attention. Moi, je veux distinguer les responsables politiques nationaux de tous ces dizaines de milliers d'élus. Il y a plus de 500 000 élus en France. Il y en a beaucoup qui font ça de manière totalement bénévole. Ils ne sont pas indemnisés pour ça, parce qu'il n'y a pas de statut de l'élu en France. Et donc, ils sont quand même une grande majorité à être des bénévoles au service de la démocratie. Donc, il ne faut pas dévaloriser ça, surtout pas. Et surtout, ne pas mettre tout le monde dans le même sac, si je peux dire ça comme ça. Parce que finalement, ils ne sont que quelques-uns rapportés à la masse d'élus qu'il y a en France. Ils ne sont que quelques-uns à vivre de ça, à en faire un business parfois, et parfois même à aller jusqu'à utiliser leurs propres fonctions pour dévaloriser la politique. C'est pour ça que j'ai fait exprès de vous titiller un petit peu. Oui, non, mais moi j'entends les critiques. Vous voyez, par exemple, moi je me fais l'avocat du diable de ceux qui nous regardent et en fait qui ont le même discours de la politique, de toute façon, c'est que de l'arnaque et tout, alors que je sais très bien qu'il y a des hommes politiques ou des élus politiques qui font de l'excellent travail. J'en connais, hein. Mais ce qui est important justement, c'est de pouvoir dire ce message-là où il y a beaucoup d'élus qui ne sont pas payés et qui le font bénévolement, bien sûr, parce que très peu le savent. Bien sûr, vous savez, il y a dans certaines communes, parfois on n'arrive même pas à faire élire un maire parce que c'est des toutes petites communes avec très peu de moyens. Et vous savez, il y a 36 000 communes en France. La grande majorité sont des petites communes dans lesquelles, vous savez, les élus se battent au quotidien pour joindre les deux bouts, pour essayer d'obtenir des choses pour leur collectivité, etc. Et ça doit être salué, ça doit être au contraire soutenu, notamment par la population. Et c'est pour ça que je dis souvent, vous pouvez vous désespérer des hommes politiques, mais ne vous désespérez pas de la politique, parce que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Oui, exactement. Là, vous avez bien appris votre discours. Alors, quelle est votre plus grande satisfaction en politique ? Oh, ma plus grande satisfaction, c'est sans doute les fois où j'ai pu apporter des réponses. C'est malheureusement, vous savez, quand vous êtes élu, vous recevez beaucoup de monde, beaucoup de gens, surtout dans les villes où moi je suis élu, beaucoup de précarité, beaucoup de difficultés. C'est à La Courneuve. Hein. La Courneuve, donc pénurie de logement, difficultés face à l'emploi, des taux de chômage extrêmement élevés, enfin tout un tas de difficultés qui font que lorsque vous recevez les gens dans votre bureau, quand ils viennent frapper à votre porte, quand ils vous sollicitent dans la rue, eh ben, vous tentez d'apporter des réponses, parfois déjà une écoute. Ça peut parfois satisfaire. Parfois, on arrive à aboutir sur des situations de grande précarité où des gens sont à la rue, n'ont pas de logement, ou sont dans une forme de promiscuité extrêmement importante. Et donc, oui, ces rares fois où on a réussi à aboutir, ça procure quand même une certaine satisfaction. Quelles sont vos inspirations ? Mes inspirations, par qui je pourrais être inspiré, c'est ça que vous voulez ? Vos inspirations, c'est-à-dire ce qui vous passionne. Je suis passionné de politique d'abord. Ça, on l'a compris. Ça, c'est la première. L'actualité, évidemment, ça me passionne. L'humain, évidemment. Mais au-delà de ça, c'est sans doute tout ce qui nous permet de faire corps, de faire société ensemble. Je pense au sport, par exemple, on en a eu une belle définition il y a quelques jours avec la Coupe du Monde qui a permis de rapprocher des gens parfois qui ne se parlaient plus. Et donc, c'est ce genre de moment-là qui
qui m'inspire, c'est ce genre de... Tout ce qui rassemble. Tout ce qui rassemble finalement, et je sais que malheureusement notre pays aujourd'hui, notre société, elle est fracturée, il y a beaucoup de divisions, et là où il y a besoin au contraire de faire plus pour rassembler les gens, j'ai l'impression quand même que la classe politique dans son ensemble tend plutôt à renforcer les divisions qu'à essayer de gommer ces fractures qui peuvent exister entre les uns et les autres. Malheureusement aussi beaucoup de médias font ça. Il y a beaucoup de médias, mais vous savez, ça c'est la difficulté en France. On est très critique à l'égard des pays étrangers, notamment ceux où la liberté de la presse peut être un peu comment dirais-je, un peu muselée, si on peut dire ça comme ça. Mais en France, vous savez, vous avez la plupart des médias qui sont détenus par 10, 11 grandes fortunes. Et donc, ça crée quand même un certain monopole dans les mains de ces hommes-là. Et donc, oui, certains d'entre eux poursuivent, pas tous, hein, parce que je voudrais pas jeter le bien sûr, on ne généralise pas. Voilà, mais certains d'entre eux poursuivent et de manière assumée poursuivent quand même certains objectifs idéologiques. Et donc, dans la manière dont ils gèrent leur chaîne de télé, leurs médias, leur radio, etc., les messages qu'ils véhiculent vont dans le sens de l'idéologie qu'ils cherchent à instaurer dans le pays. Et j'ai envie de dire, on a beau être critique à l'égard de certains pays où la liberté de la presse est malmenée, mais il faut aussi que l'on regarde un petit peu comment ça se passe ici, et je pense qu'il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer, en effet. Justement, vous êtes chroniqueur radio aussi, hein? Donc, qu'est-ce qui, dans ce domaine aussi, vous inspire le plus? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le métier de chroniqueur radio? D'abord, là où je le pratique, c'est la liberté d'expression qui m'est octroyée. Et ça, c'est plutôt satisfaisant, parce que parfois on a l'impression que c'est toujours un peu difficile d'exprimer certaines idées, parce que en ce moment c'est pas politiquement correct, ou parce que il y a une sorte de pensée unique qui s'installe autour de cette idée. Et ce qui me passionne finalement, c'est d'abord d'apporter de l'information. Mais moi, je ne suis pas journaliste, donc c'est pas mon métier. Mais c'est surtout derrière de décrypter cette information. C'est ça qui m'intéresse. Votre touche personnelle. C'est ma touche personnelle, c'est de dire quelle lecture j'en fais de cette actualité, et peut-être aller chercher pour certains, parce que c'est ce que j'ai constaté aussi dans nos quartiers populaires, dans les villes où j'ai été aux affaires. En tout cas, j'ai constaté que notre jeunesse n'avait pas toujours les clés pour décrypter, pour déchiffrer l'information au bon niveau d'information. D'ailleurs, c'est aussi un peu ça qui a laissé la place à la fake news. Et donc, je pense que leur donner les clés avec une autre méthode de lecture de l'information, ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, dans les rôles qui sont les miens en tant que chroniqueur. Quel message, aujourd'hui, dans cette émission interview, aimeriez-vous faire passer sur notre jeunesse, justement? Cette jeunesse des banlieues, cette jeunesse que vous côtoyez toujours à La Courneuve, ce serait quel message? Le premier message, c'est de leur dire, ne vous désespérez pas. Ça, c'est la première chose. Je sais que notre pays traverse une période difficile, que nos parents, par ailleurs, n'ont pas rencontré, ou nos grands-parents n'ont pas rencontré, ou de manière un peu différente. Mais je crois qu'on vit une période, notamment pour la jeunesse des banlieues, issue de l'immigration, etc., qui se sent de plus en plus montrée du doigt, marginalisée, quelque part même parfois discriminée, amalgamée. Et donc, moi, ce que je veux leur dire, c'est ne désespérez pas. Le beau temps arrive toujours après la tempête. On est dans une tempête qui est exacerbée, qui est amplifiée par certains discours haineux. Et donc, ce que je veux leur dire, c'est il y a des réponses à ça. La première, c'est de s'engager. Engagez-vous où vous voulez. Engagez-vous dans le monde associatif. Engagez-vous dans le monde syndical. Engagez-vous en politique, même si c'est difficile. Engagez-vous, parce que c'est de cette manière-là que vous pourrez porter votre voix. Et ne vous désespérez jamais que cette voix soit entendue. C'est ce qui vous a poussé justement à vous engager dans la politique? Alors un peu différemment, parce que je suis peut-être un peu plus âgé aussi aujourd'hui, donc les raisons qui m'ont poussé à m'engager, moi je me suis engagé assez jeune, puisque j'avais moitié moins d'âge qu'aujourd'hui, et donc c'est
pas exactement la même période, mais on sentait quand même dans la société, c'était début des années 2000, 2004, 2005, on sentait quand même une montée des divisions dans la société, notamment dans les médias. Et je pense que depuis cette date-là, depuis mon entrée et mon engagement, le démarrage de mon engagement, on sent quand même que les choses ne se sont pas améliorées. Au contraire, elles se sont beaucoup dégradées. Et malgré ça, je ne désespère pas. J'espère toujours que viendra le beau temps après la tempête. Mais que faire? Quelles sont les solutions justement pour pouvoir améliorer les choses et puis ces divergences, ces séparations, ces amalgames, ces discriminations? Comment faire pour mettre en avant justement cette jeunesse qui sont pour la plupart des pépites d'or, hein, des Zidane ou des autres, hein, mais comment faire justement pour les mettre en avant dans les médias aussi? Bon. Vous êtes un exemple. Dans les médias, c'est très difficile parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les médias sont détenus par une poignée et que certains d'entre eux ont quand même main basse sur ça et ils veulent diffuser une certaine idéologie. Et le discours que je prône, malheureusement, il ne trouve pas écho dans ces médias-là. Et donc, je sais pertinemment que je n'aurai pas l'occasion d'y aller, en tout cas pas tant que je tiendrai ce genre de discours rassembleur, puisque ce que veulent justement ces médias-là, c'est des discours qui divisent. Et moi, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est engagez-vous ne serait-ce que dans votre propre métier. C'est-à-dire montrez l'exemple, montrez que vous êtes à la hauteur, montrez que vous œuvrez pour rapprocher les points de vue. C'est très facile aujourd'hui de créer la discorde. C'est très facile. On n'a qu'à voir les réseaux sociaux. La manière dont les gens se réagissent parfois, elle est disproportionnée, parfois même un peu... comment dirais-je, animé par une volonté de désordre, de nuire. De nuire, bien sûr, de nuire, de faire du mal. Et voilà, et moi ce que je veux dire à la jeunesse qui nous écoute, c'est œuvrer pour rapprocher les points de vue. Je pense que c'est la meilleure manière d'obtenir demain le grand rassemblement autour de valeurs communes. Eh ben merci Amine, c'est déjà la fin de cette émission, ça passe tellement vite, il y a tellement de choses à dire. Bon. En tout cas, j'espère vous retrouver pour parler de l'associatif et d'autres sujets très importants. Merci d'avoir donné ce message à notre jeunesse qui a tant besoin de valorisation et je pense qu'aujourd'hui, il faut leur laisser la place. Ils ont la place, ils peuvent venir justement parler ici aussi dans l'émission Interview sur RTV si vous avez des jeunes qui ont des rêves et qui ont réussi aussi professionnellement, ils sont les bienvenus. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci Amine. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Interview. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.